On va dire que le défi dont je m'occupe et qui fait partie des grands défis du siècle, c'est d'arriver à tenir à 8 milliards sur la planète sans que ça dégénère en boucherie. Alors la croissance et le défi climatique ne sont pas conciliables au sens où on entend habituellement la croissance, c'est-à-dire la croissance du PIB, lui-même défini de manière normative comme la valeur totale des biens et des services qu'on produit. Si on prend cette définition-là du PIB, en fait, il n'y a pas de démonstration probante montrant qu'on peut concilier la croissance économique avec la lutte contre le changement climatique. Pour vous donner un ordre de grandeur, si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés, vous savez, ces fameux 2 degrés maintenant qu'on a en tête, entre l'ère pré-industrielle et 2100, il faut que chaque année, à partir de maintenant, on baisse dans le monde les émissions aussi fort qu'en 2020. Donc en 2020, on va les baisser de 5% dans le monde, avec ce qui s'est passé avec le Covid. Et bien, il faudrait recommencer l'année prochaine à les baisser de 5% supplémentaires, et l'année d'après de les baisser de 5% supplémentaires encore. Voilà, c'est ça qu'il faut faire si on veut tenir les 2 degrés. Je ne connais pas de démonstration probante disant qu'on peut concilier ça avec la croissance économique. Mais la bonne nouvelle, c'est que la croissance finira par s'arrêter toute seule, de toute façon. Parce que vous n'avez pas de croissance infinie sur une terre finie, ça n'existe pas. La croissance consiste à transformer tout un tas de trucs, du minerai de fer en fourchette, des pierres de carrière en immeubles, des espaces vierges en route, etc. Tout ça consomme des ressources physiques et vous ne pouvez rien faire croître physiquement de façon indéfinie sur une terre finie. Ça ne marche pas. Il n'y a que les économistes pour croire ça, mais ça ne marche pas. Je pense qu'aujourd'hui, on ne fait pas la priorité au climat et depuis que vous êtes né et depuis que je suis né, on ne fait aucune priorité au climat. Si on regarde comment évoluent les indicateurs physiques, c'est-à-dire la quantité de CO2 dans l'atmosphère par exemple, on ne voit aucune rupture de pente depuis qu'on a commencé à en parler. Il n'y a pas de différence. Donc c'est un peu comme si dans un couple qui bat ses enfants, il parlait partout du fait qu'il ne faut pas les battre et il continuait à les battre comme plâtre exactement de la même manière qu'avant. C'est exactement ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, on ne s'en occupe pas du climat. On dit qu'on s'en occupe, mais ce n'est pas vrai. Macroscopiquement, en fait, on ne fait rien. Alors, est-ce qu'on peut indéfiniment ne pas s'en occuper? Non. Parce que, encore une fois, sur une terre finie, le système finira par se réguler à nos dépens. Pour donner rien qu'un exemple, si on a un réchauffement climatique de l'ordre de 4 degrés, ça rendra les conditions environnantes plus chaudes que celles du Sahara pour 1,5 à 3 milliards d'individus sur Terre. Je vous laisse imaginer la quantité de guerres, d'effondrements. Enfin, vous voyez bien que c'est un monde dans lequel la croissance économique des sociétés cotées en bourse, ça ne sera plus vraiment notre problème. Donc ou la croissance tout court, pardon. Donc on n'a pas le choix de ne pas s'en occuper. Soit on s'en occupe, soit le problème s'occupe de nous. Si on regarde les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, je suis prêt à parier, alors elle semble révolutionnaire à une partie de la population, je suis prêt à parier que les gens qui ont participé à la Convention eux-mêmes, il y a 8 mois, étaient pour l'essentiel d'entre eux farouchement opposés à ce qu'ils proposent aujourd'hui. Et je pense que la seule question intéressante que vos confrères devraient commencer par leur poser n'est pas est-ce que vous êtes pour ou contre, 110, 100, c'est quelle est la proportion des propositions que vous faites aujourd'hui pour laquelle vous auriez été des opposants il y a 8 mois. Voilà, ça c'est une question intéressante. Et après la deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Et en fait ce qui les a fait changer d'avis, c'est de comprendre l'immensité du problème auquel on s'attaque et de comprendre combien il est totalement à la fois sous-évalué et mal compris dans l'opinion dans son ensemble.